vous voulez bien, donc maintenant on va ouvrir la discussion, d'abord entre les intervenants, que donc j'invite à revenir, et puis ensuite nous donnerons la parole aux auditeurs qui ont été à la fois très fidèles et patients. C'était une longue journée. Bon, donc ce que je propose, c'est peut-être qu'on fasse comme ce matin, c'était très bien, c'est-à-dire qu'il y ait des réactions peut-être déjà entre nous aux interventions des uns et des autres. Est-ce que vous avez donc des questions ou des... Alors moi, je vais peut-être ouvrir le bal, si je puis dire. C'est que j'ai une question plutôt pour toi, Jean-Louis, à propos de l'ordre donc des architectes. Je me suis demandé pourquoi Perret n'apparaissait pas. Ah, il manque une chaise, comme ce matin. Perret, à l'époque, il n'est pas à l'école des Beaux-Arts. Ah d'accord. Il est à l'école spéciale. Il va réapparaître à l'école des Beaux-Arts plus tard. Donc Perret n'est pas à l'école spéciale pendant la guerre, à l'école des Beaux-Arts pendant la guerre. Hein 43, oui, mais il est pas dans les instances. Il est absolument pas dans les instances. Oui, enfin, il est à mon avis pas. C'est pas une personne active. Hein. Bien, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose... Enfin, quelles sont vos remarques ou vos questions entre vous, entre nous, si je puis... Je voudrais revenir sur l'intervention de Frédéric Seitz. Où est-il J'étais à l'école spéciale en 68, je me suis parti en courant très vite, mais je peux te dire que les archives de la période n'ont pas été jetées à ce moment-là. L'école spéciale jusqu'en 68 était gérée par les types qu'il avait gérés pendant la guerre. Donc M. Charles Recou avait eu à peu près 24 ans pour nettoyer les archives. Hein. Donc, pas très étonnant qu'on ne trouve pas grand-chose. Pourquoi trouve-t-on des choses sur l'école? Parce que, sur l'école des Beaux-Arts, on ne trouve pas tout non plus. Certains dossiers, beaucoup de pièces administratives manquent dans le dossier de l'école des Beaux-Arts aux Archives nationales. On trouve aussi des choses ponctuellement. Et puis, la recherche n'est d'ailleurs pas terminée, mais il est clair que certains dossiers sont étrangement lacunaires. Et de manière générale, je crois que c'est un des grands obstacles à cette recherche. Daniel Goldman a fait le point a évoqué les archives de l'ordre ou celles de la SADG, qui était extraordinaire. Marie-Jeanne Dumont le sait aussi et qui répondait à beaucoup de choses, parce que le rôle de la SADG a été extrêmement important et dans la genèse de l'ordre et dans le téléguidage des instances de l'ordre, et notamment le rôle de son président Jacques Duvaux. Et donc ce sont des archives très importantes. Elles étaient accessibles il y a un certain temps, le sont-elles encore? Point d'interrogation. Et je dirais que si ce qui, nous autres historiens, nous intéresse, c'est plutôt la pulsion de mémoire, la pulsion d'oubli et de refoulement, a été extrêmement puissante chez tous ceux qui ont été engagés dans cette période. Ça marche pas. Voilà, comme ça marche. Voilà. Non, simplement, je voudrais juste répondre à Frédéric Seitz et le rassurer que la jeune génération n'oublie pas ce qu'il a précisé de manière très juste. Je dirais simplement que, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la cité de la Muette à Drancy, construite à 1934 par deux architectes très importants au XXe siècle, Lodz et Baudouin, avec Jean Prouvé et l'ingénieur Eugène Maupin, est-ce à dire qu'on ne peut pas dire que cette opération est une opération du point de vue constructif à la pointe de la technique à l'époque, qui est très importante, de même que le Neufert, non pas Neufert, mais le Neufert, qui est un ouvrage réédité, je ne sais plus combien de fois, mais qui est encore aujourd'hui un des livres de chevet des étudiants en architecture et qui répertorie un ensemble de normes absolument incroyables, est un ouvrage
assez important, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, moi-même, c'était, quand j'étais étudiant, c'était un ouvrage que j'avais aussi largement utilisé. Disons, mon approche de la technique et des techniques constructives ne s'inscrit pas effectivement dans une histoire ni politique ni institutionnelle, mais plutôt une histoire matérielle de l'architecture qui vient effectivement, qui s'appuie aussi sur les résultats d'une histoire peut-être plus conventionnelle. Et donc voilà, simplement pour dire que c'est une approche peut-être différente, avec un angle d'attaque qui permet de mettre à jour certaines choses qu'une histoire plus conventionnelle ne ferait pas. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, Yvan, bon, je le sais, mais là j'ai l'impression que tu as creusé un peu en amont de ta thèse dans cette période. C'est notamment tout ce qui montre bien que l'innovation technique, c'est pas nécessairement les matériaux nouveaux. C'est pas nécessairement l'acier ou des formes sophistiquées d'utilisation du béton, c'est aussi l'utilisation de la terre, du bois. Je me suis amusé un jour à dire que le matériau le plus important de la construction en temps de guerre aux États-Unis dans cette période, c'était la colle. La colle, qui n'est pas en tant que telle un matériau qu'on imagine comme ayant une stabilité, mais qui permettait d'utiliser les colles phénoliques, notamment des tout petits morceaux de bois pour faire des charpentes lamellées-collées. Et donc la colle avait provoqué des révolutions. Mais je voudrais revenir sur le cas Neufert. Dans le numéro de technique architecture sur la normalisation dont tu as montré la couverture, en 1943 je crois, le nom de Neufert n'apparaît pas. Gigou, qui est le responsable du bureau de standardisation du comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics, en 1952, fait la préface de l'édition française du premier livre de Neufert. Et Neufert, c'est un personnage extraordinairement important pour les gens qui ne sont pas architectes ici. Neufert, le livre de Neufert sur les éléments de construction, Bauentwurfslehre en allemand en 1936, est le best-seller le plus clairement, le plus réussi de l'histoire de l'architecture moderne. Plus de 500 000 exemplaires publiés dans 42 langues à partir de 1936. Mais qui était ce Neufert? Et justement, cela nous montre bien, je crois que le parallèle avec l'Allemagne est évidemment impossible, mais il est quand même parfois, tout en étant impossible, il est quand même éclairant. Neufert, c'était un élève du Bauhaus, qui était le chef de projet de Gropius, le chef de chantier de Gropius pour le bâtiment du Bauhaus de Dessau, qui ensuite a été viré de son poste à Weimar au début des années 30 parce qu'il était de gauche, donc viré par les nazis de Weimar, qui publie son livre en 1936, dans lequel il ne faut jamais oublier que le dessin qui représente la maison de l'avenir, c'est une maison de Mies van der Rohe, donc c'est un moderne radical, un fonctionnaliste violent, mais qui est aspiré et recruté par les nazis et qui, en 1942, devient le bras droit de Speer au ministère de l'Armement, préparant notamment la reconstruction au moyen de ces normes dimensionnelles dont Yvan a parlé, mais aussi en rassemblant un état-major d'architectes modernes. Donc, je crois que là aussi, dans ce cas de Neufert, c'est un peu une figure symbolique, mais pas très bien connue en France. Il faut aussi retourner à la littérature. Si je peux ajouter un mot là-dessus, puisque j'étais le premier à en parler tout à l'heure, c'est que j'ajoute une chose, et c'est pour ça que j'y suis très sensible à ces questions-là. Le Neufert, on l'a tous utilisé, et moi et quelques amis dans la salle avant vous, parce que nous avons quelques années de plus. Jamais les élèves qui l'utilisent ne savent qui est Neufert, et ce que vient de rappeler Jean-Louis. Voilà, donc ça n'enlève rien à l'intérêt du livre. Mais c'est quand même un vrai problème qu'on cache à ce point l'action de cet homme à ce niveau en plus. C'est pas un petit exécutant du milieu de l'architecture. Hein, voilà, donc c'est pour ça que j'ai réagi à ça et que je dis attention, l'histoire. Oui, les guerres font progresser les techniques, c'est incontestable, et la Seconde Guerre mondiale n'est pas la seule. Mais ne nous limitons pas à ça.
Et l'histoire de l'architecture ne peut pas, à mon avis, ne pas être une histoire politique, surtout dans cette période-là. Et d'une certaine manière, je rejoins le débat qu'il y a eu ce matin à cette table sur la question de savoir est-ce qu'on peut être un haut fonctionnaire ou un grand technicien et travailler pour le régime de Vichy comme on travaille, comme n'importe quel fonctionnaire a l'habitude de travailler pour un régime républicain. Ma réponse, c'est non. Et de la même manière, on ne peut pas faire de l'histoire de cette période-là comme on pourrait faire l'histoire de n'importe quelle période plus normale, entre guillemets, de nos civilisations contemporaines. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, en fait, on retrouve le débat classique, entre guillemets, en histoire de l'art, entre ce que j'appelle en tout cas les internalistes et les externalistes. Les internalistes, ce sont donc, c'est plutôt vous qui dites, en fait, je fais une histoire du matériel, hein, et les externalistes, c'est plutôt moi qui dis, moi je fais une histoire du matériel, mais du matériel qui est un signifiant aussi dans un certain contexte politique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une histoire, disons, interne à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'architecture ou l'art, etc. Et puis, on peut aussi, finalement, sans doute parce qu'on a une passion peut-être plus totalisante, c'est vrai, mettre en contexte systématiquement, disons, essayer de comprendre ce que veut dire, par exemple, un recyclage de matériaux anciens au moment de Vichy par rapport à recycler un matériau dans la période post-guerre. Par exemple, vous voyez, ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire que chaque chose, en fait, si on la déplace, disons, a un sens nouveau en vertu, disons, d'un contexte différent. Voilà, c'est peut-être ça, il me semble, le débat, mais et là, je suis un peu jugée partie parce que c'est vrai que j'ai toujours défendu l'idée qu'en fait, il n'y a pas de neutralité vraiment politique des objets artistiques, disons, voilà. Mais après, je crois qu'on doit tous travailler aussi, par contre, sur les choses elles-mêmes. C'est-à-dire que le problème, c'est aussi de coller des interprétations politiques sans travailler sur les productions ou sur les matériaux. Alors ça, c'est le pire, parce que c'est vraiment une façon complètement inutile, à mon avis, aussi d'avancer. Je suis assez d'accord avec tout ça. Bon, revenons encore une fois aux faits et aux trajectoires des gens. Donc, Daniel Wollmann a parlé d'épuration administrative notamment. Dans le domaine qui nous occupe, donc l'architecture, on a vu qu'elle relevait à la fois du champ culture, éducation nationale, au travers de la direction générale, du secrétariat général aux Beaux-Arts, et puis du champ reconstruction avec la DGEN et le commissariat à la reconstruction immobilière. Du côté des Beaux-Arts, le directeur de l'architecture, la direction de l'architecture est créée en 40. Hein. Elle deviendra direction générale, puis redeviendra direction de l'architecture. Aux manettes, on trouve René Perchet, qui reste après 1944. On trouvera Danis, qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, notamment ce matin dans les épisodes liés à l'îlot insalubre numéro 16. Du côté de l'urbanisme, on trouve Protin, qui va responsable de l'urbanisme à la DGEN, qui va rester là. Donc c'est vrai que l'épuration s'arrête au niveau Mufang, qui deviendra champion d'échecs. Hein, Mufang aura, après être passé dans l'entreprise privée, je crois qu'il a été directeur de Batignolles, devient professionnel, un grand maître des échecs, un des rares que la France ait connu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et je me souviens qu'on était allé l'interviewer au moment de la recherche sur les architectures d'occupation franco-allemandes, et je n'ai pas retrouvé l'entretien. Mais il doit être au fond d'un carton. Donc l'épuration administrative a été extrêmement légère, et toutes les figures continuent. On voit notamment, alors là je cite le travail qu'a fait Daniel Wollmann avec Frédéric Boucher sur l'ordre. Il est intéressant de voir comment, quand même, le concret du fonctionnement des choses. Je reprends une question qui est celle de la spoliation des Juifs, de l'évaluation des biens spoliés. Les biens immobiliers qui sont volés aux Juifs par le commissariat général aux questions juives sont placés aux mains d'un administrateur provisoire qui désigne un expert pour les évaluer. Cet expert, en général, est un architecte.
qui remet une évaluation qui va servir de base à la vente de ce bien pour une somme qui est conservée par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est une spoliation étatique. Et donc il est intéressant de voir le rôle que joue l'ordre et la SADG qui coordonnent l'attribution des dossiers, qui définissent des règles, qui émettent des spécifications techniques. La SADG crée un centre d'information rue du Cherche-Midi, dans ce beau bâtiment qu'elle a depuis perdu, dans lequel les architectes peuvent se renseigner sur le prix des transactions, voir que dans tel quartier, le mètre carré a été évalué à tel prix. Donc les instances de la profession sont directement engagées dans cette opération. Et en tant que telle, évidemment, l'institution ordinale ne sera pas mise en cause, bien au contraire, puisque ces responsables, et notamment Duvaux, donc, qui est, à mon avis, une sorte un peu de façon consensuelle, on en a parlé avec Marie-Jeanne Dumont, qui a écrit l'histoire de la SADG, Duvaux, qui est une sorte de président virtuel de l'ordre dans cette période, après la guerre, prendra la défense de tous les architectes inquiétés dans le cadre de l'épuration parce qu'ils ont évalué des biens juifs et touché donc des honoraires, profit illicite, c'est ce qu'on leur reproche, illicite mais pas criminel. Donc Duvaux va les défendre en bloc. Et il a effectivement quelque chose à défendre, puisque c'est la profession en tant que telle qui a encadré ces procédures. Donc il y a là des pages qu'il est très intéressant, sans doute, de pouvoir écrire, à défaut de le faire autrement, comme le fait Daniel, c'est-à-dire au travers de l'épuration, c'est-à-dire indirectement, je dirais, par leur ombre portée sur l'après-guerre.